Alors, Dynasty, considéré comme le père de tous les DJ, hein, référence pour... Dans l'Hexagone, hein, faut préciser. Ah oui, dans l'Hexagone, en France. Ouais. Tout à fait. Tu découvres le scratch en regardant Grandmaster DST au Bataclan. Enfin, Oui, sauf que tu tout ne le à voyais fait, pas ouais. vraiment, en fait. Non. Tu l'entends, mais tu ne le vois pas, Ouais. parce qu'il est installé en hauteur et que donc on n'arrive pas à accéder à ses mains. Ça, c'était au Bataclan. Mais il y avait aussi Grandmaster Flash. Et un mois après, je crois, il y a Grandmaster Flash et les Furious Five qui passent au Palace. Et là, je me mets sur le balcon et je regarde exactement ce qu'il fait. Et j'apprends comment il gère le truc, quoi. C'était très mystérieux. En fait, Ouais. Personne ne pensait que c'était vraiment du travail manuel comme ça l'est, quoi. Donc, tu as cherché et tu as trouvé. J'ai trouvé à ma manière. C'est-à-dire que personne m'a... j'ai pas eu de professeur, j'ai pas eu de mentor. Donc j'ai écouté sur les disques les scratchs qu'il y avait, j'ai essayé de les refaire. En bousillant du matériel, quand même. Ouais, forcément, ouais. Parce que- Là, quand même, on a plié une cellule. Bon, Ouais, ça arrive. ouais. Mais à l'époque, c'était pire encore. Et puis, du coup, je me suis donné comme focus d'arriver à faire tout ce que j'entendais sur les disques qui sortaient. D'où le Rock It avec le fresh. Vu que j'avais le disque avec le son, une semaine après, j'arrivais à le faire. Et j'étais très content, mais personne ne le savait. Et tout le monde s'en foutait à l'époque. Mais oui, c'est ça, c'est que tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire que les premières soirées où tu scratches, on te dit non, c'est bon, tu peux arrêter. On me dit, t'as l'air vraiment d'un débile et tu fais du bruit et tu sers à rien et c'est du blasphème par rapport au disque. Tu fais des passe-passe avec un morceau de James Brown. C'était juste... c'était offusquant pour les gens, les fans qui avaient payé tellement cher le disque, et moi je l'avais en double et je le massacrais, et c'était insupportable à leurs oreilles. Alors pourquoi tu t'accroches alors qu'on te dit arrête? Parce que je sais ce qui se passe outre-Atlantique et que moi je veux être à cette hauteur-là. Voilà, ce qui se passe en France, de toute façon, je me retrouve tout seul. Il y avait, Franck, qui était avec Delouise. Sidney et tout ça, voilà, qui était mon seul compétiteur, et puis il a arrêté, et on a fait un défi ensemble que j'ai gagné, et puis après il a totalement arrêté. Du coup, je me disais, mais il faut que j'aille me confronter à d'autres. Donc à Londres, aux États-Unis, et c'est ce que j'ai fait. Pour voir ma propre valeur, puisque personne ne pouvait me la dire ici. On me disait, t'es le meilleur, mais parce que t'es tout seul. Donc j'en ai marre qu'on me dise ça. Voilà. Et alors, Dynasty aux États-Unis ou à Londres, ça donnait quoi du coup? Aux États-Unis, pas grand-chose, parce que c'est très local. Donc en fait, là où ça se passait, il n'y avait que des gars du Bronx. Et même un DJ de Brooklyn se faisait huer. Alors moi, un Toubab qui débarque là-bas, franchement, j'entendais même pas ce que je jouais tellement. Par contre, j'ai fait des belles rencontres. Voilà. Ouais. Il paraît que dans les boutiques de disques, quand tu cherchais du rap à cette époque-là, on te disait mais monsieur, vous êtes trompé. Vous êtes trompé, c'est du rap quand même. Ouais. Ouais, il faut dire pourquoi surtout. Je sais pas, j'ai découvert cette tension raciale là-bas, quand même importante. Qu'il n'y avait pas ici. Ils trouvaient qu'un blanc, un white, qui arrive dans un magasin de disques spécialisé hip-hop, il n'avait pas sa place, et apparemment, ils n'en voyaient pas d'autres. Donc, j'étais un peu une anomalie, mais pour autant, après, ça s'est bien passé. Ah oui. Ils ont su qui j'étais. Mais j'ai eu la même chose aux États-Unis, que j'achetais de la funk dans un magasin Virgin ou je sais pas d'autres enseignes. Tu arrives à la caisse avec de la funk, ils te disent mais monsieur, vous écoutez vraiment de la merde. Comment ça se fait? Regardez les pochettes, c'est pas possible. Parce que la funk n'était pas appréciée à l'époque. C'était vraiment fermé, quoi. Ouais, fermé. Donc à chaque fois qu'on te disait non, toi tu disais oui, je continue, je scratch. Ça donne une raison de plus de continuer. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir tort, et que ma démarche, elle est personnellement bien, et puis c'est un choix de vie une fois que tu l'as fait, concernant le hip-hop en général. Puisque je suis DJ, mais j'ai graffé, j'ai rappé, voilà, j'ai essayé de m'affronter à toutes les disciplines du hip-hop, tous les éléments, et avec en tête que les gars de là-bas font ça avec rien, ils le font à donf, et du coup, tu es obligé d'être dans l'excellence, sinon faut pas le faire. Ouais.
Oui, parce qu'il faut dire que tu faisais quand même quelques allers-retours aux États-Unis. Tu avais un peu de la famille à San Francisco que tu as été en visite quand tu étais petit. Ça c'est bien avant, mais aux États-Unis, c'est en 86 où je suis retourné. Ouais. Je suis rentré en 81 de San Francisco, mais après je suis resté en France et je faisais des allers-retours à Londres. Parce qu'en France, il y avait un boycott sur les disques de rap. C'est-à-dire qu'ils s'étaient tous mis d'accord pour dire que le rap n'existe plus. Maintenant, c'est repassé à la funk, Fresh, Cool and the Gang, etc. Et que le rap, c'était terminé, c'était juste une mode. Or, moi, je savais que c'était pas le cas. Et du coup, tous, ils ont décidé, Fnac, Import, tout ça, qu'il n'y aurait plus un disque de rap. Parce que trop de vols, trop de bordel. Et puis les gars qui dansaient avec leurs postes devant les magasins, tout ça, ça les saoulait. Et donc c'est à Londres que j'ai eu la certitude que non seulement ça continuait, mais ça évoluait. Et ça devenait vraiment scientifique, dans le sens où toutes les périodes qu'il y a eu dans ces années-là, qu'on appelle, nous, la traversée du désert, mais que en France. Oui. À partir de 84, ouais, c'est ça exactement. Ouais. Où le rap, c'était mystérieux, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait, etc. Quoi. Ouais. Alors on a vu que tu savais scratcher, faire des passe-passe. Alors en plus, le scratching dans le rap de l'époque, puisque il y a une période où c'était que boîte à rythme, DJ et rappeur. Donc du scratch, il y en avait. Et puis il s'est tellement développé qu'après des techniques sont apparues, liées aussi au perfectionnement des tables de mixage et ce qui permettait d'être fait nouvellement, ce qui n'était pas le cas juste un an avant. Donc ça a évolué très rapidement. Ouais. On a vu que tu savais scratcher, faire des passe-passe. Le mix, qui t'a appris à mixer Dynasty? Du coup, c'était aux États-Unis, c'était à Londres, c'était en France? Non, c'est Bad Benny de RDH. RDH étant une radio. Voilà, radio-diffusion handicapée. Voilà, c'était pour les handicapés. Mais par contre, les handicapés écoutent aussi de la funk et tout ça. Donc Bad Benny était vraiment un mixeur incroyable. Et du coup, il m'a appris comment cadrer. Moi, je commençais à savoir scratcher, mais j'étais trop fébrile. Donc, t'as commencé par le scratch? Ouais, j'ai commencé par le scratch, ouais. Mais je faisais de la radio, mais mixé au tempo, déjà, il y avait une platine qui était là et l'autre qui était là-bas. Donc c'était compliqué. Pas facile. Voilà. Et du coup, en plus de commencer à savoir scratcher, j'ai commencé à savoir cadrer un mix. C'est-à-dire attendre les cycles musicaux, le break, le moment opportun pour pouvoir caler au tempo. Et à l'époque, c'était important de laisser deux disques tourner en même temps. T'en baisses un, tu montes l'autre. Enfin bref, c'était scientifique. Maintenant, je préfère cut. Cut. Parce que des fois, ça se mélange pas bien. Et du coup, ça fatigue aussi le public, quoi. Enfin, c'est trop... C'est un peu le truc de DJ qui veut absolument que son mix, il se déroule tranquillement, mais les gens, ça les saoule. Ils veulent passer au morceau d'après. Voilà. Faire découvrir des disques aux autres, c'est mon unique but dans la vie. C'est ce que tu as dit. Est-ce que c'est vrai? C'est pas le seul, mais mais celui-là est important. Tout de suite, tu as voulu faire découvrir, faire partager en fait les disques que tu découvrais aux États-Unis ou à Londres au plus grand nombre. Bah ouais, parce que je me suis dit, faut franchement qu'on soit le plus possible à écouter des bonnes choses. Donc si moi je peux intervenir dans ce processus par le biais des radios locales ou radios pirates, comme ils disaient à l'époque, et ben je me suis dit que c'est la meilleure façon de le faire. Vu que j'étais pas encore, j'étais pas DJ de soirée, etc. Par contre, ce que j'ai jamais voulu, c'est être DJ de discothèque, parce que je trouvais que c'était c'était une impasse. Ça menait à rien. Et je me ressentais pas là-dedans. En plus, un DJ à l'époque était moins payé qu'un videur. Donc ça donnait pas envie, d'une part. Et d'autre part, c'était pas là où je pouvais passer, moi, la funk et le hip-hop que j'aimais, qui était beaucoup plus rude, sauvage, et que ce qui était joué à l'époque. Par exemple, il y a un morceau qui a marqué beaucoup de gens, c'est Break Machine.
avec la petite flûte. Mais moi, je détestais ce morceau, à part que les gars breakaient bien. Mais, Tu voulais pas le jouer? bah non, parce qu'il y avait tellement de belles choses qui se passaient à côté. Je comprenais pas pourquoi c'est le seul morceau voilà, qui touchait les gens et qui était promotionné. Voilà. Alors on te laisse quand même un espace, c'est au Globo? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est après, ouais. Ouais, après on te laisse un espace. Ouais. Et je le prends. Et tu le prends. Et c'est là que tu deviens DJ star à peu près, comme ça, on peut dire? Non. Non, on venait pas pour toi. Bah, écoute, à l'époque, le Globo, ça devait être une bodega. Donc il devait y avoir de la salsa, de la musique africaine, du flamenco, du reggae et un peu de funk et de hip-hop. Et finalement, ça a changé la donne parce que le public qui est venu venait écouter ce que je jouais. Voilà. Donc on venait pour toi, c'est bien ce que je dis. Et les stars, non, enfin, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ouais. Non? Franchement. C'est écrit 50 ans de hip-hop sur ton t-shirt, 40 ans de DJing aussi. Ouais. Ça te fait quoi quand tu entends ces chiffres qui sont quand même... voilà, participer à Alors déjà, l'évolution 50 ans du hip-hop, c'est un mensonge. C'est pas aux vrai. États-Unis? C'est 48 ans en fait. C'est 48 ans. Ouais. Mais sauf que pour des raisons financières et que ça colle à l'ouverture du musée du hip-hop à New York, ils ont décalé de 2 ans. Voilà. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, la vraie création du hip-hop, c'était en 75, dans un stade, et les guerriers de la nuit, ou comment ça s'appelle en anglais, Warriors, racontent exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les gangs se sont donné rendez-vous, il fallait qu'ils passent par des territoires d'autres, avec leurs armoiries, etc., pour que finalement, ils se retrouvent dans ce stade avec le message de couleur qui est d'Africa Bambaataa et de Love Bug Starsky, qui leur a dit maintenant on va faire une trêve, on va faire la paix, et tous les arts de rue que vous défendez, le break qui était déjà là, le rap, le graffiti, etc., on met ça sous un même drapeau qui va être le hip-hop. Alors hip-hop, tout le monde s'est posé longuement la question, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que c'est hippie, hop, espoir? Non, c'est juste un pas de danse et une espèce d'onomatopée que beaucoup de DJ qui faisaient partie du non-stop, c'était avant le hip-hop, et c'est pour ça qu'on entend souvent non-stop hip-hop, parce que c'est référence à ce qui s'est passé avant le hip-hop. Le hip-hop n'est pas tombé comme ça du ciel, il y avait déjà exactement la même chose, avec les mêmes valeurs, qui s'appelait le non-stop. Donc il y a beaucoup de couleurs qui viennent aussi du non-stop, et du coup, ils ont décidé de se servir de ce qui exprime un pas de danse. En fait, hip, c'est le mouvement de hanche, et hop, c'est le sautillement. Donc, Waouh! voilà, Cours d'histoire du hip-hop, donc 48 ans et pas 50. Moi, je transmets ce que je sais et dont j'ai les certitudes. Ouais. Bah, merci beaucoup. Hein. Bon, alors on va écrire 40. Donc c'est 48 ans, 48 mais pourquoi plutôt. pas pour les ricains 50 ans. En fait, Couleur se base sur une block party qu'il a donnée dans le Bronx en 73. Sauf qu'il en faisait toutes les semaines. Alors pourquoi celle-là, on ne sait pas. Par contre, ce qui me fait marrer, c'est que ils ont décidé que c'était le 11 août 73 et moi je suis né le 11 août 60. Donc c'est pas mal. C'était écrit. Par contre, c'est bien 40 ans de DJing. Oui. Ouais. Quelle date tu te bases sur quelle date exactement, toi? Sur demain. Ouais. On avance encore, quoi. Bah ouais, parce qu'après, c'est des balbutiements, c'est une montée, après, c'est les montagnes russes, hein, ça monte, ça descend. Une vie, quoi, de toute façon. C'est un choix de vie. Un choix de vie, exactement. Les vinyles, toujours accro aux vinyles. Ouais. On a eu l'évolution, tu en parlais tout à l'heure de la technologie. Mm-hmm. Tu n'as pas voulu, toi, du tout t'intéresser à cette nouvelle technologie, à passer par un ordinateur, des clés USB, des morceaux numériques. Tu es resté fidèle à l'objet qu'est le vinyle? C'est-à-dire que ma fille qui est là, normalement, dans le public, ça peut la faire rigoler, mais je ne suis pas très doué en informatique, tu vois, déjà à la base. Donc, j'ai mes plaques, mes galettes, mes disques sur des étagères, je les prends, je mets dans mon bac de disques, et puis tout va bien. Alors après, encoder, numériser, etc., c'est déjà une tannée. Et puis il y a aussi une sorte de budget. Tout le monde n'a pas
à l'heure actuelle, 1500 balles à foutre dans une table de mixage avec le Serato dedans, tu vois. Vu que j'ai quand même 26 000 disques à la maison, donc j'ai un peu l'embarras du choix. Par contre, j'aimerais bien m'y mettre, mais dans le sens de façon complémentaire, pour pouvoir jouer tout ce qui ne sort pas en vinyle, et il y en a beaucoup en ce moment, et puis jouer mes propres productions. Bien sûr. Et vu que rares sont celles qui sortent en physique, En physique. donc je pourrais les jouer. Voilà. Et puis montrer que mes goûts sont plus diversifiés qu'il n'y paraît. Voilà. Voilà. Tu as dit tout à l'heure d'ailleurs, quand tu as passé un morceau, attention, ça va cracher, craquer Ça crépite, un peu, ça ça crépite. ouais. Mais on aime ce son justement. Il y a un petit retour old school, un petit retour au vinyle, à l'objet, à la cassette même. Oui, oui, alors la cassette, c'est une autre histoire. Il faut avoir un lecteur de cassette déjà. Mais sur le vinyle, dès qu'est apparu les systèmes Serato, Tractor, etc., eh ben, on m'a dit, ouais, toi, c'est bien, mais tes disques, ils sont un peu usés, ils craquent trop, ça saute des fois. Donc, je me suis pris quand même des trucs pas très sympas dans la gueule. Genre, t'es vieux, et en plus, tes disques sont aussi vieux que toi. Mais c'est ça qui fait la relation que j'ai avec mes disques. Ouais. Et, ouais. C'est ce qui fait toi. Il y en a que j'ai acheté, j'avais 16 ans, d'autres 17 ans. Après, on m'a tout volé, je les ai rachetés. Enfin, voilà, chaque disque a une histoire. Je sais pourquoi je l'ai acheté, je sais dans quel but. Le faire découvrir, le jouer, et faire des mix cohérents pour raconter une histoire. Que ce soit en jazz funk, en funk, en hip-hop, quelles que soient les périodes. C'est grâce à toi que le hip-hop a évolué tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, bon, la musique, forcément, les DJ qui font certains le tour du monde. Quel regard tu portes sur cette évolution, justement, parce que c'est un peu à cause de toi que le hip-hop en est là aujourd'hui. C'est beaucoup sur mes épaules, là, tout d'un coup. Est-ce que tu es content? Parce que c'est presque ça qu'on cherchait à avoir, finalement. À ce que tout le monde nous écoute, à ce que tout le monde écoute cette musique. Et puis finalement, on en arrive là. Écoute, il n'y avait aucun plan de carrière de ma part. Ça s'est fait comme ça. Il s'est trouvé que DJ Abdel, par exemple, habitait juste en bas de chez moi. Et qu'à un moment, il m'a sollicité. Il me dit, ouais, j'ai 2 platines, j'ai des disques. Est-ce que tu peux me montrer comment faire? Ce que j'ai fait. Cut Killer, lui, par contre, s'est formé plus tout seul. Mais en observant... ce que tu faisais méticuleusement ce que je faisais. David Guetta, qui s'appelle aujourd'hui David Ghetto, c'est mon numéro personnel, mais il venait à Radio Nova pour que je lui donne des cours justement de mixage, de cadrage, etc. Et puis les premières phases de scratch. Après, effectivement, j'ai essayé de booster tout ce que j'ai pu. Notamment le rap en français aussi, parce que ça c'était un travail de longue haleine. Personne ne se rend compte, parce que ça paraît tellement naturel au jour d'aujourd'hui, que c'est une évidence. Il y a même des gens, enfin beaucoup de jeunes qui écoutent que du rap français, et puis de rap américain. Mais à l'époque, c'était une autre histoire, je parle de 84, etc. C'est pour ça que j'ai fait un premier album qui s'appelait Panam City Rapping, et que c'est rappé en français. C'est le premier album de rap en France. C'est ça, c'est ça. Donc c'est moi encore, désolé. Et puis Dina Style sur Radio Nova, où tu as vu passer Solar, NTM, Assassin. Alors là, le but avec Lionel, c'était justement de profiter du créneau de Nova, bien qu'on leur fasse dans le dos, c'est-à-dire c'était le dimanche de 22h à minuit, et qu'au départ, ils voulaient juste ils nous autorisaient à faire une émission, on avait les clés. Il fallait que tout soit aussi propre qu'à notre arrivée. Bon, ça c'est une chose. Ça a vite changé. Mais du coup, au départ, on se dit avec Lionel, on a 2 heures. Donc on fait 1 heure de rap américain, les nouveautés. Et bon, j'étais bien placé pour avoir les choses quand même fortes. Et puis une autre heure, rap français. Mais comme il voulait qu'il n'y ait personne dans la radio, du coup, Lionel D, il a rappé ses textes. Et au bout de 3 émissions, il avait rassé tous ses cahiers, il n'y avait plus de texte à rapper.
Et là, on s'est dit, mais on connaît tous les meilleurs, les New, les Little, EJM, les Timidés sans complexe. Donc, on a commencé par les inviter, eux. Puis, première émission, aucune réaction de Radio Nova. Ils n'ont même pas écouté, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et puis, après, c'est parti comme ça sur 2 ans, quoi. Ils ont fini par écouter à un moment donné, non? Oui, de et en savoir fait, ils qu'il y en avait- avaient que des bons retours. Ouais, il y a le fils d'un ministre qui écoute, il dit que c'est vachement bien, tout ça, par exemple. Les cassettes tournaient partout en France. Et les c'est- cassettes tournaient partout en France et bien au-delà aussi. Ouais. Ouais. Et ça a aidé à la promotion de pas mal de rappeurs, en fait. Hein. Ah bah carrément, ouais. Mm. Pour ceux Parce qui que sont Nova restés de était, l'époque. Ouais. voilà, était Paris, région parisienne. Il y en a donc, peu qui s'en sont sortis d'ailleurs, hein. On va dire NTM, Assassin, Minister Hammer, bon, ça n'existe plus. Timidés sans complexe, ils ont une petite carrière. JM, oui, ça l'a aidé, mais enfin, Solar, oui, ça l'a propulsé. Est-ce que tu te rendais compte? Est-ce que vous vous rendiez compte avec Lionel D? On s'en foutait surtout. On voulait juste ouvrir la porte pour faire un truc utile. Quoi qu'en disent les gens, certains pensaient qu'on avait le bras long, qu'on choisissait les uns et les autres. Non, pas du tout, la porte était ouverte. C'était juste le nombre de personnes, hein. MC, de personnes qui venaient était trop. Ils étaient trop nombreux et ils venaient tous avec 10 personnes pour les accompagner. Donc ça devenait... C'était pas tenable, quoi. Il y avait 50 dans la radio, il y en avait 30... dans la cour, enfin, on n'était que tous les deux. Donc heureusement qu'il y avait les timides, enfin tous les gens de Vitry qui faisaient un peu la police. Mais Oui, c'est ça s'auto-régulait, quoi. c'est ça. Donc on n'a jamais eu de gros problèmes. Ça a Sauf duré- à la fin. Ouais. Ça a duré 2 ans, mais c'est une émission qui a énormément marqué dans l'histoire du hip-hop français. Et un autre endroit aussi qui a marqué, c'était à peu près la même, enfin un petit peu avant peut-être. Non, avant, ouais. C'était le Terrain Vague, Ouais. qui Et n'a comme pas tu duré dis, longtemps. T'as vu, le Terrain Vague, c'était de août jusqu'à novembre. Après, j'ai essayé de reprendre l'année d'après quand j'étais à Radio Nova, mais ça n'a pas été possible. On le voit très bien dans la série Le Monde de demain, qu'il y avait problème avec le commissariat du quartier, le comico, comme on dit. Chez Roger Bois de Funk, ça a duré qu'un an. Le Terrain Vague, dans quelques mois. Chez Roger Bois de Funk, 1 an. Nova, 2 ans. Après Nova, ils m'ont repris, ils m'ont reviré, ils m'ont repris, ils m'ont reviré. Il y a eu plusieurs périodes, mais finalement, c'est des choses qui ont marqué moi-même, où c'est un peu intemporel, où je ne saurais pas te dire, vu la place que ça a pris dans ma vie, ces choses-là, je pense que ça a duré plus longtemps, en tout cas, dans mon cœur. Bien sûr, bien sûr. Dans Puis mon même cœur. pour nous, pour l'histoire de la culture hip-hop, même si on apprend que ça a duré que quelques mois, on a l'impression que ça a été vraiment le déclencheur de cette culture, de réunir comme ça des graffeurs, des danseurs. Toi, t'arrivais en scooter avec tes platines et tes vinyles. Des danseurs et des graffeurs très connus étaient là. Je sais pas, Joey Starr, Vincent Cassel, tout le monde venait, même à Roger Bois de Funk au Globo. Donc en fait, c'était les débuts du hip-hop. Et à chaque fois qu'on parle des débuts du hip-hop, tu es là. Ah bon? Sans deck. Bah oui. Donc, Ouais, je suis omniprésent, je suis désolé, mais et ça continue. J'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. Après, je suis plus... j'arrive mieux à m'exprimer devant un parterre de gens, et vous êtes vraiment parterre pour le coup, comme ce soir. Mais avant, j'étais vraiment plus renfermé et plus timide. Et puis bon, j'ai accepté le fait que j'ai servi à quelque chose, et puis pour de bonnes raisons. Donc, comme tu disais, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai essayé de mêler ma vie avec le hip-hop que j'ai choisi comme guide. Voilà. tu nous as fait une bande-son à l'instant. C'est quoi la bande-son de Dynasty aujourd'hui, du coup? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu J'aime aimes plus le rap, écouter? j'aime plus la funk, j'aime plus tout ça. C'est vrai, même la funk? Oh là là, c'est mort. C'est vrai? Qu'est-ce que tu aimes alors? Non, je rigole, tout le monde le sait, mais... Ah. Enfin, Non, on peut avoir un dégoût. Normalement, j'ai Non, un t'aimes humour un toujours peu ça? bizarre, j'avoue. Mais bien sûr, j'aime toujours ça. Ouais, la Après, funk j'essaie de et... tenir au courant de ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Ce qui est génial, tu vois, je connais des jeunes, ma fille elle me fait découvrir des choses, et puis du coup, voilà, je suis très curieux de ce qui se passe.
et curieux aussi de ce qui se passe mondialement. C'est-à-dire, voilà, je suis ce qui se passe rap coréen, rap japonais, rap vénézuélien, tout ça. Je sais qu'il y a des pays où ça émerge enfin, d'autres où ça s'éteint pour des raisons de politique, la plupart du temps. Et tout ça, ça m'intéresse énormément. Voilà. Dynasty est encore là pour très très longtemps, hein, quand même, sachez-le. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, franchement, légende vivante avec nous, n'hésitez pas, je vous passe le micro, ou quelqu'un passe le micro. Ah bah voilà, il y a Alexandre qui est là. Je suis là pour ça. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des envies de lui dire des choses? Allez-y, hein. Ou sans micro, hein, pouvez vous lever, enfin vous levez ou pas d'ailleurs. Bon, bah je vais y aller. Hein, on va aller boire un café. Non, dites-moi. Dites-moi des belles choses. Non, c'était une blague. Ah. Bon. Peut-être. Moi, je suis encore plus intimidé que vous, donc faut y aller à un moment, quoi. Ouais. Comment t'as préparé la rencontre de ce soir? Genre, pourquoi ces morceaux-là en particulier? Parce qu'il fallait que je raconte une histoire. Et c'était bien parce qu'au début, je savais pas si une demi-heure de mix. Donc, ok, je mixe, mais les gens savent pas ce que je mixe. Et puis là, du coup, avec Yasmina, on a décidé que ça serait décrit. Ouais. Donc, on m'a filé un micro. Et il marche bien. Et du coup, comme ça, je peux raconter un peu l'histoire du DJing aussi par rapport à ce que moi j'ai connu et tout ça. Je pensais que c'était important. Et du coup, ça ouvre la voie à des questions. Et en parlant de... Ah, mais super. En parlant de DJing, tu as quand même fait les compétitions Dynasty, DMC, 3 fois champion de France. Et tu étais persona non grata à un moment donné, tellement tu étais fort. Parce que personne ne voulait se confronter. Du coup, j'avais pas de compétiteur. La fois vraiment où c'était la Coupe de Paris en 92 et j'ai gagné. Voilà. Désolé pour Crazy B, Cut Killer, tout ça. J'ai gagné. Et puis après, j'ai arrêté les compétitions, mais j'ai fait 3e championnat du monde, 5e l'année d'après, champion d'Europe. 1er ou 2e, je ne me rappelle plus. Toi, tu connais les dossiers. Mais et puis voilà. Puis moi, je suis vraiment pas à l'aise avec. Il y en a que ça transcende, qui au contraire vont être meilleurs que ce qu'ils faisaient à la maison. Moi, c'est tout l'inverse. Je perds tous mes moyens. Mes mains tremblent. J'arrive même pas à mettre la tête sur le disque. Après, ça me fait faire des scratchs bizarres. Ça fait des trucs. Et du coup, tu gagnes. Et pas forcément. Ouais. Et voilà. Il y avait une question. Ça tombe bien, justement, c'est sur cet aspect compétitif. Comment ça se passe, une compétition de DJing, et quels sont les critères évalués? Comment ça se passe? Écoute, il y a plusieurs organisations. Par exemple, le Battle for the World Supremacy que j'ai fait au New Musical Seminar à New York en 86. Là, c'était 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 3 fois 1 minute chacun. Et là, c'est de la bataille rude, parce qu'en 1 minute, il faut quand même montrer le plus possible. Et quand en plus, tu as le public qui hue tous les gens qui ne sont pas du Bronx, c'est compliqué. Par contre, au DMC, c'était, voilà, les règles, c'était déjà s'inscrire sur le DMC France, donc il fallait payer, amener une cassette pour prouver qu'on était capable de le faire. Après, ils triaient les cassettes, après, ils gardaient quelques personnes. Et il y avait le championnat de France qui emmenait après au championnat du monde à Londres, au Royal Albert Hall, ce qui est super impressionnant. Il y a 5000 personnes. Si tu hues, tu as 5000 personnes qui te huent. Si tu applaudis, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est super impressionnant et franchement, il faut avoir les nerfs solides. Le problème, c'est qu'au début, les balbutiements, je vous ai fait écouter un morceau avec la Marseillaise dedans, qui a été repris en rap avec un DJ qui s'appelle DJ Cheese. Et lui, il a gagné en 85. Et à partir de là, tous les chapters, enfin tous les DMC du monde, parce qu'il y en a une vingtaine, ont décidé qu'il leur fallait quand même les gars qui savent au minimum scratcher un petit peu. Parce qu'à la base, c'était un truc de discothèque. Il fallait animer en même temps que tu jouais les disques. Enfin, voilà, tu pouvais t'habiller en Zorro. C'était à l'applaudimètre, en quelque sorte, quoi. C'est ce que j'ai vécu en France. J'ai gagné juste parce que j'étais bon, mais aussi, j'étais pas compatible avec le milieu de discothèque que le DMC représentait.
Et j'avais Eddie Sheba en face de moi. Et Eddie Sheba, vous ne le savez pas, mais c'est un membre du Non-Stop dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est DJ Hollywood, Jimmy Spicer, Curtis Blow, Eddie Sheba. Puis après, il est venu vivre en France, il a fait DJ de boîte en France. Mais c'était un des premiers à rapper sur des morceaux disco funk, etc. Et donc je me retrouve en face de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mixe 2-3 disques, après il part sous la table et il ressort en Zorro. Avec le chapeau, le masque et tout. Et puis les gens, ils applaudissent. À l'applaudimètre, j'avais perdu. Puis finalement, l'organisation du MC, non, parce qu'en plus, ce que j'avais fait, c'était bien, mais un peu sauvage, un peu rude pour leurs oreilles. Mais du coup, ils m'ont envoyé à Londres. Et puis à Londres, je me retrouve, il y a donc les 2 platines et une table de mixage toute neuve. Mais à l'époque, il fallait faire de la musculation avec les poignets pour arriver à se servir du crossfader. C'était une horreur. Et ils m'ont mis les retours à Donf. C'était horrible. Ils l'ont pas fait pour les autres, mais en tout cas, moi, ils m'ont bien bousillé. Saboter ton passage. Saboter, voilà. C'était du pur sabotage. Et normalement, il y avait interdiction de se servir de medley. Medley, c'est disques enchaînés, etc. C'est comme un mash-up, on pourrait dire aujourd'hui. Sauf que celui qui a gagné, Tim Westwood, lui, il a pris que 2 disques. Les aventures de Grandmaster Flash que j'ai mis tout à l'heure. J'ai mis que le début, mais bon, ça dure 10 minutes comme ça. Et que ces 2 disques. Et puis à la fin, il met le drapeau d'Angleterre sur les platines et fait genre, je scratch sans voir mes mains. Bah, il a gagné. Mais voilà, les conditions sont un petit peu... pour quelqu'un d'un peu... timide, ouais. Enfin, qui n'aime pas forcément se mettre... faire tout un décorum autour de moi. J'étais un petit peu impressionné par le nombre de personnes qu'il y avait, par la rudesse des organisateurs et tout ce bordel, quoi. Alors j'ai travaillé une routine pendant des mois, user des disques, les racheter parce qu'ils étaient plus écoutables. Mais au final, quand tu te retrouves face au moment et que tu perds tous tes moyens, c'est compliqué, quoi. La deuxième fois, il y avait autorisation d'amener sa propre table. Mais ça, je le sais au dernier moment. Alors je trouve un pote en Angleterre qui a la même table que j'avais, une BST. Donc déjà, je me sens plus familiarisé. Il y a des demi-finales que je gagne, donc je passe en finale. Et il y a Cash Money qui est là. Et Cash Money, je l'ai invité à jouer chez Roger Boîte Funk. Grand DJ, Cash Money. Ouais, incroyable, qui m'a beaucoup inspiré. Parce qu'il a amené vraiment des techniques qui n'existaient pas. Et puis le gars, il est cool, quoi. Il est tellement talentueux. Donc, moi, comme un con, je fais un set pour la demi-finale et un set pour la finale, alors que j'aurais dû garder le même, puisque je le connaissais par cœur. Et finalement, je me retrouve avec... je démarre mon set avec Roadblock, ça vous dit rien, mais c'était un morceau important de l'époque. Et juste avant mon passage, il y a les producteurs de ce morceau qui se font huer par 5000 personnes, parce que c'était des producteurs... Stott, Elkin et Waterman. C'était vraiment des producteurs voilà, qui étaient détestés par beaucoup de gens. Et moi, je démarre mon set avec ça. Effet extraordinaire. Ça siffle de partout. Et en plus, les platines, ils les ont mal calées, du coup, elles sont penchées, et le disque, il démarre jamais. Ça fait... Ça démarre pas. Et j'ai 7 minutes pour prouver... C'était pas 6 à l'époque? Non, 7. Là, ils ont enlevé 1 minute après. Sans déconner. Bizarre. Les salauds. Bah, on va enlever 1 minute. Enfin, du coup, j'ai galéré, mais bon, je suis arrivé quand même à être 5e. Et c'était déjà bien, parce que franchement, c'était horrible, quoi. Tu démarres, les gens, ils te sifflent, ils te huent. Le disque, il démarre pas. Un grand moment de solitude. J'avais juste envie de partir. Ouais, me cacher derrière les platines, mais bon. Bref, voilà. D'autres questions? Oui, par ici. Bonsoir, excusez-moi. Je voudrais vous poser une question. Vous êtes parti en quelle année aux États-Unis? Je suis parti en 78, mais après je faisais des allers-retours.
Donc j'avais 18 ans, puis j'avais Ah ouais. un taf depuis 2 ans, donc je mettais de l'argent de côté. Et puis j'étais à San Francisco parce que j'avais un membre de ma famille qui était là-bas, que j'ai jamais revu d'ailleurs. Ah ouais. Tous les rendez-vous étaient ratés, mais du coup, bah, je me suis retrouvé pas aéré. J'avais un petit point de chute chez des coursiers à vélo que j'ai connus, parce que moi j'étais coursier, livreur, pas Et, Deliveroo, hein, coursier. Vous avez connu Lionel D, qui est décédé, je pense. Bah, bien sûr, paix son âme. Ok, Bien sûr, j'ai d'accord. connu Lionel D. Bah, Ok. Mais le soir, il y avait. c'est moi qui ai fait rapatrier son corps. Au pas rez-de-chaussée, tout une seul. fois au rez-de-chaussée, vous étiez venu à l'époque déjà en bas, je me rappelle. Avec En- Lionel en- D Oui. Avec En bas d'où? En bas de la bibliothèque, au premier étage. Ciné, je pense. Ouais, avec Ciné, ouais. Ouais, ok. Ouais, Bah, ouais. je pensais Ouais, qu'il ouais. serait là ce soir. Ciné, il va venir? Ouais. Ah, Bah, tant mieux. Ah non, 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 c'est pas du tout prévu. D'accord. Ce serait Ok. une bonne surprise, mais Bah, je pense qu'il doit être en train de jouer ailleurs et que grand bien lui fasse, et tant mieux, quoi. Ouais. De toute façon, Sydney, moi je dis, et je le dirai toujours, merci qu'on ait un Sydney en France. Voilà. Parce qu'il a ouvert plein de portes, il a donné envie, il a tellement été optimiste sur tout ce dont on parle que, franchement, je peux que le remercier. Mm. Ça C'est répond vrai. à ta question. Une question par ici. 2. une seule question. Bonsoir, merci. Bon, à un moment donné, on a dit est-ce que le rap est mort ou pas, et est-ce que pour vous, par rapport à aujourd'hui, puisqu'on a parlé beaucoup de l'histoire, etc., qu'est-ce que vous pouvez dire du hip-hop aujourd'hui ? Alors, ce que je pourrais dire sur le hip-hop, c'est que maintenant, c'est chacun son domaine et qu'il y a beaucoup moins de liens entre les uns et les autres. C'est-à-dire que les danseurs sont dans leur danse, les graffeurs sont, mais les rappeurs aussi. Et il y a beaucoup de rappeurs qui disent ouais, nous on rappe, mais on n'est pas dans le hip-hop parce que tout le côté un peu basique, paix, amour, unité, joie, tout, Les valeurs de connaissances, base, les ouais. valeurs, ils les trouvent un petit peu niaises. Et donc, comme ils se prennent pour des caïds de banlieue la plupart, du coup, c'est pas un truc sur lequel ils veulent appartenir. À côté de ça, il y a toute une scène de rappeurs, je parle de l'Hexagone, mais du monde entier, qui sont vraiment dans le côté hip-hop, où dans les clips, il y a toujours un DJ, il y a des graphes, enfin voilà, où c'est beaucoup plus lié. En France, on a la chance d'être le deuxième pays au monde. Déjà, on était le deuxième chapter après les États-Unis en tant que Zulu Nation, etc., ou Hip Hop Nation, on l'appelle comme on veut. Mais au niveau des ventes et de l'importance qu'a le rap, surtout, même toutes les autres disciplines, on est quand même un pays c'est dingue, parce que moi j'ai 63 ans, et puis il y a des générations, d'autres générations, et maintenant on en est à quasiment la 4e. Et Il y a encore des rappeurs comme Benjamin Epps, par exemple, qui s'inscrivent vraiment dans la culture hip-hop, et d'autres qui la revendiquent pas du tout, effectivement, et qui restent juste un rappeur. Et même des gens qui rappent et qui disent sur des antennes de grande audience « Je ne suis pas un rappeur, je fais du rap ». Donc en fait, il y en a même qui refusent le mot rappeur et qui se disent plutôt poète ou chanson française. Donc c'est très différent maintenant tu de... te rappelles l'époque où on disait ouais, t'es chanteur de rap? T'es chanteur de rap. Voilà, exactement, en interview. Est-ce que vous êtes chanteur de rap? Donc ouais, maintenant on trouve de tout, et c'est vrai qu'à l'époque c'était une communauté, tout le monde se reconnaissait, tout le monde allait aux endroits, aux mêmes endroits, on va dire. Ouais, mais après, les codes étaient fatigants, c'est-à-dire, oui, non, toi, t'es pas vraiment Ah bon comme ci ou comme ça. Enfin, c'était très élitiste. Bon, chacun ses tribus. Hein. C'est comme... voilà. Dans cette communauté, il y avait des communautés. Ouais, c'est ça. Mais après, comment dire, c'est l'émulation, c'est le challenge. Et dans le hip-hop, il faut être bon, très bon, ou pas le meilleur. Ça fait partie du jeu. Sinon, il faut pas le faire. Alors c'est fou, tu disais tout à l'heure que tu étais timide, mais tu as toujours été un compétiteur. On l'a vu tout à l'heure, enfin, on en a parlé à l'instant avec le DMC. Et surtout compétiteur dans le sens où, comme il n'y a personne, je vais y aller.
Donc je vais chercher aussi la confrontation, je vais essayer d'être le meilleur dans ce domaine-là. C'est une compétition avec toi-même ou avec la communauté. C'est ça, surtout avec moi-même, c'est contradictoire, je sais, mais franchement, voilà, j'ai essayé d'être en accord avec l'excellence que ça demande, voilà, dans la façon de le faire et le résultat. La façon de le faire, c'est, ok, je me saigne, j'achète beaucoup de disques, ok, on me prend pour un débile, mais je le fais quand même, etc., etc. Quoi. Ok, il n'y a pas de rap, je réalise un disque de rap voilà, je le fais tout quand même. seul. Et on me dit, ouais, vous avez un métro de retard. Je pensais, enfin maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que j'avais pas un métro de retard, mais c'était ce qui m'était dit à l'époque. Genre, vous êtes un loser, vous avez un métro de retard. Pourquoi vous avez fait ça? Ça sert à rien. Mais comment ça, un métro de retard? Parce que pour eux, le rap, c'était fini. Oui. Voilà. Oui. 84, c'était mort déjà. Tu l'as fait quand même. Et d'ailleurs, ce disque en vinyle, c'est une pièce collector. Il coûte très cher, mais j'ai fait une represse, mais qui coûte Ah. moins cher, mais qui est compliqué à trouver. Moi-même, j'en ai que 2 à la maison. Tu vois. Je pense qu'il faudrait represser de nouveau, non? Non, bah non, parce que Non? il ne faut pas saturer le marché, en fait. Il y a trop de disques, trop de vinyles. Bah écoute, 84-2024. Il vaut 500 $, la première version. Et c'est dingue, parce que ça ne va pas dans mes poches. Hein. C'est juste Mais oui, c'est fou. le peu de gens qui l'ont et qui veulent le revendre. Mais voilà, tant mieux pour le propriétaire de ce vinyle. Ouais, et puis pour moi, pour la renommée, enfin voilà. Maintenant, je sais que je n'ai pas fait ça pour rien. Mais j'ai pressé 1000 disques, j'en ai vendu 400, il y en a 600 qui ont brûlé dans la maison de mes parents, qui a brûlé dans le même temps. Et bah, du coup, c'est devenu rare, quoi. Et moi, j'en ai que 2 à la maison, de l'original. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu vendais ces disques? Parce que justement, on te disait que tu avais un métro de retard, mais une fois que tu avais pressé tes 1000 disques, tu les mettais où? Alors, j'en ai mis une dizaine à la FNAC, parce que c'était le maximum qu'on pouvait laisser en dépôt-vente pour un label indépendant qui n'existait pas. Après, j'ai fait les sorties de la FNAC dès que je voyais quelqu'un avec une casquette un peu lookée. Donc, j'essayais de le caser avec un poste à cassette pour lui faire écouter. Après, j'ai fait du porte-à-porte. Et bizarrement, il y a quand même beaucoup de gens à l'époque dans les cités de Belleville qui m'ont ouvert la porte et qui finalement me l'ont acheté. Parce que là, ils trouvaient la démarche assez marrante, quoi. Je sais qui toque. Ouais, je vais vous faire écouter un truc. J'ai le disque sous le bras. C'est dingue. Ce qui paraîtrait impensable aujourd'hui. Hein. Et là où j'en ai vendu le plus, entre guillemets, une 50aine, c'est en Angleterre, à Londres. Ah oui? Vu que j'y allais tous les mois, j'ai fait tous les magasins, j'en ai laissé 10 dans chaque magasin, et je suis revenu le mois d'après, il n'y avait plus rien. Et ça m'a impressionné. Je dis, ah, quand même, eux, ils ont des oreilles. Eux, ils n'ont pas vécu. Voilà, c'est ça, oui, des oreilles. Et surtout, ils n'ont pas vécu le creux de la vague que nous, on a vécu en 84. Eux, ils étaient en plein dedans. Ouais. Parce que nous, c'était la traversée du désert, mais eux, c'était le démarrage des tags, c'est là où Motu est apparu. Le DJ phare là-bas, c'était Cosmic Jam. C'était le grand Master Flash de là-bas. Et franchement, il y avait une communauté, et le rap anglais était fort. Et il y avait des magasins, franchement, où c'était dingue, quoi. Que du rap. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu arrives à la caisse, tu as une pile comme ça, puis ils sont lassés. Ils disent, on ne peut pas vous faire écouter tout ça, vous n'avez qu'à connaître quand même. Ouais. Avec une mamie qui buvait du thé derrière le comptoir et 2 Pakistanais qui demandaient les disques. C'était impressionnant. Et c'était le rendez-vous de toute la communauté hip-hop à Londres, South London, North London. Enfin, voilà, c'était l'endroit de rendez-vous. Donc j'ai eu la chance de connaître ce magasin où j'allais tous les mois. Est-ce que tu as eu envie de partir aux États-Unis, de partir à Londres, de faire carrière ailleurs qu'en France, où on te disait... Ouais, surtout aux États-Unis, surtout à New York. J'ai eu la chance de 97 à 2000 de faire des allers-retours. J'ai joué dans beaucoup d'endroits et j'ai compris que j'avais un rôle que j'étais un bon DJ déjà, mais d'une part. Aussi adapté à leur goût à eux. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était promotionner le rap français là-bas. L'occasion m'a été donnée par un gars qui est mort, d'ailleurs, Chissi Islam,
paix son âme. C'est lui qui a ramené la jungle dans le domaine de la Zulu Nation, voilà, comme un des éléments. Et il m'a invité dans son magasin qui s'appelait Liquid Sky, à Alphabet City, à Manhattan, et il voulait faire un bac rap français. Donc je passais des après-midi à jouer que du rap français. De là, ça m'a amené à être invité dans plusieurs radios locales, college radio, etc., pour faire que des sets de rap français. Et le problème qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à tous les labels que je connaissais ici, surtout sur Paris, et en fait, j'ai jamais réussi à ramener des disques là-bas parce que tout le monde considérait, bah ouais, mais on s'en fout de vendre 5 disques à New York. Ah oui, les rappeurs te donnaient pas les disques, enfin non, les les producteurs les aussi, producteurs, ouais. Douglas, Nouvelle Donne, enfin tous. Ouais. Voilà. Label indépendant. Hmm. C'est label indépendant. En Ouais, plus. bah ouais. Sony s'en foutait. Enfin, Ouais. Polydor aussi. Et Donc, j'allais quand pas même, leur amener le dernier album de MC Solar, tu vois. Eux, ce qui les intéressait, c'était l'underground. l'authenticité, et ça les reposait de ne pas comprendre les paroles. C'est ce qu'ils me disaient. À l'époque, ils disaient ouais, c'est authentique, les sons sont bien faits, franchement, ça déchire et ça nous repose. Donc promouvoir le rap français, c'était ce que tu voulais faire en Bien France, sûr, du coup. ouais. Bah, Continuer là-bas, parce que j'ai réfléchi, là-bas, il y a une grosse communauté haïtienne, beaucoup de francophones, et que du coup, tu en as 80 000, donc tu as beaucoup de jeunes. Donc il n'y a aucune raison que dans la tête des Américains, pourquoi il n'y aurait que le bien, le mal, Gourou et Solar, tu vois. Parce que ça, c'est leur repère. Ah ouais, le rap français, on connaît. Le bien, Solar, le mal. Ouais. The good, the bad. Wow, super. Donc pourquoi tu n'es pas resté? Parce qu'en fait, le truc, c'est que parce tu que me dis... j'avais un appart ici, et puis c'est compliqué, quoi. Et j'étais pas encore célibataire, donc forcément. Faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, c'est vrai, New York, tu rentres dans n'importe quelle boutique, t'entends du rap. Il y a du rap partout. Enfin, moi, quand j'y suis allée, fin 90, oui, toi, tu me parles des années 80. Mais c'est fou, quand on aime cette culture, on est là-bas, on est chez nous. Donc, c'est difficile de quitter. Puisqu'en plus, toi, tu aimais beaucoup y aller. Moi, j'ai essayé de faire, tu vois, par rapport à... Oui, c'est ça. Ah, déjà? D'accord, merci. Pareillement. Elle est sympa. Elle nous prévient. Tu vois... je ne sais pas si tu connais le magasin de disques, enfin vous, non, parce qu'il n'existe plus. D'ailleurs, les jumeaux. Voilà. Non. Bon. En tout cas, c'est des gars qui allaient à New York régulièrement. Et comme c'était des jumeaux, il y en a un qui allait, et puis l'autre, il y allait après. Et personne n'avait compris l'embrouille. Donc tout le monde croit que c'était la même personne. Mais du coup, j'aurais dit, mais vous fatiguez, moi j'ai envie de rester à New York. Et du coup, moi, je vous fais les envois de New York. Ok. Et ça a failli se faire. Mais là-bas, genre, dans une soirée, je faisais un anniversaire. Je prenais $50 pour jouer 2 heures. Après, dans un autre club, $50. Après un autre, $50. Et je rentrais avec $150 et c'était génial. Je pouvais payer mon loyer là-bas, mon roommate, et puis m'acheter à bouffer. Et puis à l'époque, j'étais mieux que ce qui se passait pour moi en France. Voilà. Parce que j'étais old school. De toute façon, j'ai toujours été old school, je vous précise. Dès 30 ans, j'étais déjà à la retraite anticipée. Comme les grands sportifs. C'est genre, non, c'est fini. Ouais. Justement, tu disais tout à l'heure que tu as été coursier, que quand tu étais DJ, peut-être qu'à un moment donné, tu gagnais moins bien que le videur, parce que DJ, c'était pas non plus un job très, très rémunéré. À quel moment tu as gagné... Rémunérateur. À quel moment tu as gagné ta vie? Toujours pas. Ouais. Non, c'est pas un métier voilà. Ça dépend, qui gagne, quoi. Moi, ça dépend je suis jaloux de DJ Schneck, tu sais. et de son jet privé. Écoute, que grand bien lui fasse. Des questions? Oui, pardon.
Bonsoir. Je voulais savoir, considérez-vous que vous avez du talent ou plutôt... Non, j'ai pas fini. Ou plutôt, vous êtes plutôt passionné pour le bon son. Et est-ce que il faut être vraiment perfectionniste et exigeant avec soi-même pour réussir dans cette industrie? Voilà. Merci. Alors, j'enlèverai tout de suite le mot industrie. Parce que moi, je suis plus un artisan. Que je ne me suis jamais mis dans le moule industrie, plan de carrière et réussite, etc. Après, si j'ai du talent, apparemment oui, un peu quand même. Voilà, depuis le temps, ça se saurait si j'en avais pas. Après, je précise qu'à la base, je suis musicien, je suis guitariste, bassiste, et donc pour moi, c'est un tout. Avant que le mot beatmaker existe, moi, je faisais de la compo, quoi. Voilà, c'était juste compositeur, producteur. Après, le côté perfectionniste, je pense qu'il est inhérent à tout artiste, musicien, et dans le hip-hop, il est exacerbé, parce qu'il y a de la compétition et qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix de vie, mais un choix de vie, personne n'est obligé d'avoir fait ce choix, et il faut être à la hauteur, parce qu'il faut toujours se comparer avec d'autres, et notamment aux États-Unis, ceux qui nous ont transmis ça, apporté ça, des gars qui sont partis de rien et qui ont fait des choses extraordinaires avec que dalle. Donc à partir de là, je m'inscris dans cette démarche-là. Et l'industrie ne faisait pas partie des débuts. Et pour beaucoup de gens dans le hip-hop aujourd'hui, l'industrie ne fait pas partie. Et maintenant, c'est un choix. C'est-à-dire beaucoup choisissent de surtout pas se mêler avec quelques majors que ce soit, etc. Et chacun peut trouver sa voie et se démerder comme il peut. Mais dans les éléments, dans le hip-hop, il y a la connaissance et il y a l'excellence. C'est pas présomptueux, mais c'est juste un but à atteindre. C'est beau. Si ça pouvait être... ouais, franchement... Vous avez des... Oui. Le micro arrive. Oui. Oui, bonsoir Dynastie, c'est un honneur de parler avec vous. Je voudrais juste savoir si vous continuez à faire des productions, si vous continuez à composer encore des instrus, parce que je me rappelle que vous avez été le producteur... Vous avez produit des... Quand vous avez fait votre collaboration avec Lionel D, vous étiez... producteur du son, et je voudrais savoir si vous continuez encore comme ça à faire de la musique, à composer. Écoute, comment dire, j'ai eu quelques déconvenus récemment. Je devais sortir un coffret avec une rétrospective de 40 ans de carrière, donc c'était 40 morceaux. La personne qui devait produire cet album est décédée. On devait sortir aussi un EP avec EJM, parce que je continue à travailler, mais à partir de là, ça m'a quand même donné un petit coup au moral. Et donc, en ce moment, je préfère me concentrer sur ma discothèque, mes disques, mes soirées, les nettoyer, réfléchir, qu'est-ce que je vais jouer, etc. J'ai fait tellement de compositions, j'ai quand même 120 disques à mon compteur. Donc mes albums perso, les albums de Lionel D, et puis d'autres productions, des remixes, etc. Donc, et j'en ai au moins 200 qui ne sont pas sortis. Donc j'ai plus la force. En ce moment, je vais me ressourcer. Ça reviendra quand ça reviendra. Mais pour l'instant, je considère que ça m'amuse plus qu'autre chose. Et ça me donne des illusions dont je suis fatigué. C'est-à-dire, je pars bille en tête, faire un morceau pour quelqu'un, puis finalement, ça sort jamais, tu vois. Et puis après, il faut du temps. Le quelqu'un dit, ouais, mais tu pourrais changer ci, changer ça. Puis là, je suis un peu lassé. Donc, je vais essayer de faire connaître tout ce que j'ai fait que les gens ne connaissent pas. Déjà, qu'on me considère comme un vraiment bon beatmaker et aussi comme un musicien, voilà, et comme un bon DJ, toujours autant. Comme un artiste. Voilà. Moi, j'ai fini. T'as fini quoi? De parler. Ah bon? Mais il y a une dernière question et après on te laisse tranquille. Qu'est-ce que vous écoutez dans ce qui se fait aujourd'hui dans le rap? Qu'est-ce que vous écoutez? Que moi.
Non, j'écoute des trucs, mais j'ai pas les noms en tête, tu vois. Je découvre des choses formidables, mais là, j'ai rien en tête que. Et puis, ça serait trop limitatif. Je dis, ouais, j'écoute ça, mais en fait, j'en ai oublié 10 à côté. Donc, je sais pas comment répondre à ta question, en tout cas. Mais j'ai des grandes oreilles et j'écoute beaucoup de choses d'aujourd'hui et d'hier, et peut-être de demain. Excusez-moi, une avant. Excusez-moi, moi je viens juste d'arriver, un mal pour un bien. Moi je suis Nelson en fait, on va dire musicien plus ou moins bricoleur en fait. D'abord, bienvenue chez nous dans cet espace, parce que voilà, c'est notre endroit où on se ressource aussi. Donc voilà, moi je ne sais pas ce qui vient de m'arriver, parce que nous sommes dans un contexte artistique, musical, il faut le révéler. Donc moi je viens de rentrer dans l'histoire de la musique. Donc il est important aussi ça fait pas mal d'en parler aussi, parce que ça booste aussi ceux qui veulent aussi aller plus loin dans la musique. Donc nous on a fait un premier single qu'on a ramené vers la Cannes, qui a été meilleur titre mondial. Donc du côté des États-Unis, on a reçu une récompense, et on vient d'être sollicité aussi pour l'Olympia London, là où sont passés les Beatles en fait. Donc moi j'étais en train de négocier ça. Pour moi c'est déjà fait déjà, quant à ça dans ton palmarès. Donc je vous dis merci à vous aussi qui faites ces genres de conférences aussi. Ça booste aussi, ça aide aussi ceux qui veulent faire carrière dans la musique. Merci vraiment. Voilà. Merci à cet espace aussi. Dernière photo. Merci beaucoup à vous d'être venus, et courage évidemment pour tous ceux qui produisent de la musique. On sait ce que c'est pas facile de sortir un disque. Donc voilà. Dynasty était avec nous, on a voyagé dans le temps, aussi à travers ton espace-temps, mais il y aura encore beaucoup de moments avec lui. Suivez-le sur Insta, sur Facebook, comment on fait? Insta, Facebook, ouais, j'ai tous les outils qu'il faut avoir. D'accord, très bien. Là, il y a Yoshi qui est en train de qui va passer à la place. Si vous ne savez pas quoi faire, Yoshi, c'est un super rappeur français, c'est un pote. Et il y a DJ Edom qui fait son ouverture, donc c'est à la place, juste à côté. Ce soir. D'accord, bon, on se retrouve là-bas, super. Merci beaucoup, merci Daniel, merci la BPI, merci Alexandre, merci à la technique.